Les 5 erreurs en choisissant son pays d'expatriation qui te conduiront droit au goulag et au travail forcé, et pire encore, au travail forcé perpétuel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Strategist. Nous avons changé de nom pour élargir également les sujets que nous allons traiter sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler expatriation, stratégie d'expatriation et création de richesse. Donc reste bien jusqu'au bout. Avant de commencer les rappels habituels, tu commences à en avoir l'habitude. Pense à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications. On ne sort pas 36 shorts sur le mindset. Tu pourras également rejoindre notre Telegram où nous sommes plus de 3600 au moment où j'enregistre cette vidéo, ou notre Discord pour échanger avec la communauté, avoir accès à du contenu additionnel. Tous les liens se trouvent dans la description. Également, plusieurs programmes qui te sont entièrement offerts. En guise d'introduction et pour entrer directement dans le vif du sujet, j'ai décidé de lister les 5 erreurs que commettent les entrepreneurs en choisissant leur pays d'expatriation. C'est le sujet que nous allons traiter dans cette vidéo au travers de 2 séries particulières d'erreurs. J'ai décidé au travers de ça de compiler près de 4 ans d'expérience, 4 ans de coaching et de conseils aux entrepreneurs qui s'expatrient, qui reviennent d'une expatriation, de réussite, d'extrême réussite, de semi-échec également. Pour enregistrer cette vidéo, je suis revenu sur les problématiques que j'avais par mail des différentes personnes que j'ai eues en coaching, notamment sur des coachings longue durée, c'est-à-dire qui ont pris plusieurs coachings et où on a pu voir l'évolution de leur business et de leurs problématiques au fil du temps. J'ai essayé de synthétiser tout cela et de voir tous les points communs qui sortaient. Si tu veux réserver ton coaching avec moi en one-to-one, le lien se trouve dans la description. Et tu retrouveras également dans la description le lien de Expat Strategic Pro dans lequel on va faire des lives et augmenter le contenu, et la masterclass Expat Capitaliste Pro qui va te permettre d'aborder une stratégie capitaliste de laquelle on va parler en réalité. Comme je l'ai dit, on va diviser ces 5 erreurs en 2 séries d'erreurs. La première série d'erreurs, c'est tout simplement considérer l'expatriation comme une solution long terme à une problématique court terme. On se trompe dans ça. On essaye de régler un problème court terme par une solution très long terme, qui est l'expatriation. L'expatriation, il faut l'avoir sur plusieurs années. J'aime bien parler d'horizon temporel cohérent, de 60 mois. Les gens n'aiment pas qu'on parle sur 5 ans, mais en réalité, une stratégie entrepreneuriale se compte à minima sur 5 ans. La première erreur de cette série, c'est de choisir son pays d'expatriation uniquement par le choix de la fiscalité opérationnelle. Qu'est-ce que j'appelle fiscalité opérationnelle? C'est la fiscalité qui frappe les opérations de votre business. L'enrichissement par la fiscalité, et on y reviendra dessus, la plupart des entrepreneurs ayant perdu du temps dans leur stratégie d'expatriation, en choisissant notamment un mauvais pays, ont été guidés uniquement par l'optimisation de leur fiscalité opérationnelle, en considérant que l'optimisation de leur fiscalité opérationnelle allait multiplier leur enrichissement. C'est-à-dire que s'ils bossaient 5 ans, s'il était nécessaire d'avoir 10 ans de travail, avec beaucoup moins de fiscalité, en 3 ans, on s'enrichissait autant. C'est-à-dire que réduire la fiscalité uniquement sur la société en croyant que cela va augmenter ta richesse et réduire le temps de travail dont tu as besoin. En considérant que si on ne te prend plus d'impôts, tu vas multiplier ton enrichissement alors qu'en réalité, tu vas légèrement l'augmenter. Je vais illustrer cela avec plusieurs exemples concrets et réels. Ce n'est pas du Oussama Hamar. Certains vont être des exemples disponibles en public sur Internet sur lesquels je garderai l'anonymat. C'est les bonnes résolutions de l'année 2024. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir les tenir. Le premier exemple qu'on peut citer sur le choix du pays uniquement par la raison de la fiscalité, c'est l'Estonie. L'Estonie a été une destination excessivement prisée, excessivement marketée, excessivement mise en avant et excessivement à la mode à l'époque de 2020, à l'époque du Covid. Aujourd'hui, et je ne sais pas si j'exagère, on est quelques années plus tard, à mon avis, et je dis bien à mon avis, 90% des gens qui se sont expatriés en Estonie n'y sont plus. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un pays qui ne correspondait pas à la vision entrepreneuriale et que même en réduisant leurs impôts en partant dans un pays, cela n'a pas suffi à les enrichir massivement. Qu'est-ce qui a motivé leur choix de ces personnes qui sont parties? Il y avait des motivations personnelles, mais principalement des motivations
professionnelle fiscale. C'est en premier lieu un choix en suivant un marketing Internet sans se projeter sur le long terme et sans aller plus en profondeur. C'est une réponse à une problématique immédiate. La réponse à la problématique immédiate qu'on voyait régulièrement, c'est j'arrive à mes seuils d'auto-entreprise, si je passe en société, je vais m'appauvrir. Et c'est vrai que la société est que le passage de micro-entreprise à société est très mal fait. En fait, il faudrait le faire différemment. Il y a des pays qui le font beaucoup plus intelligemment. Donc, on répond à une problématique qui va surgir par une solution difficile et c'est la seule chose qui compte. Pas de comparaison également, les gens n'avaient pas de critères de comparaison. C'est facile pour des personnes qui ont travaillé dans plusieurs pays et se rendre compte qu'en fait, ce pays-là n'avait pas de choses exceptionnelles. Mais le pire, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie globale. On s'expatriait pour économiser des impôts, il n'y a pas de mal à ça, c'est pas condamnable, bien au contraire, mais c'était tout, c'était la seule raison. Une deuxième illustration qu'on peut avoir aujourd'hui, paradoxalement, la destination à la mode et la destination phare est sans doute Dubaï pour l'expatriation. Mais au final, c'est les mêmes problématiques que l'Estonie, ce qui explique que pas mal de personnes changent d'avis au bout d'un certain temps et également que les gens, bizarrement, alors que cela rassemble énormément de qualités, ne restent pas forcément sur le long terme. Ils changent d'avis au bout d'un certain temps. J'ai encore eu un entrepreneur dont je tairai le nom, hein, je suis soumis à confidentialité, qui me dit je reste à Dubaï parce que j'ai mon logement, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Et en réalité, c'est exactement pour la même raison. Les gens s'expatrient pour principalement les impôts. Il n'y a pas que ça, et j'en suis conscient, mais je peux vous dire que si demain, les impôts à Dubaï, c'est 20%, il y a 90% des gens qui se barrent. Et en réalité, qu'on soit honnête, Dubaï, c'est génial, mais pas pour la création d'un capital. C'est génial quand tu disposes déjà de plusieurs millions d'euros, voire parler en dizaines de millions d'euros. Et j'avais beaucoup aimé une vidéo où il y avait un entrepreneur, je pense que c'était anglais, qui s'était expatrié à Dubaï. Et vous saviez, il y avait des questions un peu comme ah, j'adore votre voiture, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et la personne, le youtubeur, lui avait demandé, je pense qu'on peut la retrouver, à partir de combien d'argent on peut s'expatrier à Dubaï pour vraiment profiter de Dubaï et tout. Et le mec avait dit, à partir, l'idéal est 10 millions, à partir de 5, on peut commencer à considérer l'expatriation à Dubaï. En réalité, Dubaï est l'ennemi du capital au début et va t'empêcher de t'enrichir massivement et de te constituer un capital. Ça ne veut pas dire que cela le rend impossible, c'est que ça va le rendre excessivement difficile. L'erreur numéro 2, j'ai décidé de l'appeler le cocktail des doubles abrutis. Et comme dans cocktail, si on oublie un élément, ben, on loupe le cocktail. Le cocktail du double abruti dans le choix de destination d'expatriation, j'ai décidé de l'appeler comme ça, c'est que beaucoup de gens choisissent leur pays de destination, leur pays d'expatriation qui a des considérations autres que fiscales et qui doit être vu sur le long terme par rapport à un discours de youtubeurs qui partagent, je le rappelle, et j'ai insisté beaucoup dessus, une expérience et non une expertise. Je t'invite notamment à consulter les fiscaloscopies, les formats que je fais pour décortiquer le contenu fiscal, le contenu opérationnel qui est dit par rapport à la fiscalité et l'expatriation. Il y a une playlist exprès pour ça. Comment cela se passe, le principe du double abruti? C'est qu'il y a un premier abruti. Il est nécessaire qui écoute et prend pour argent comptant ce qui est dit par un deuxième abruti qui n'y connaît rien, sans le faire vérifier. C'est-à-dire que, par exemple, la personne, on lui dit tiens, va là, fais une LLC au Nouveau-Mexique à $190 et tu vas payer 0% d'impôt à cause de ça. Le mec, il fait ah, il y va, il prend le billet d'avion, il fonce, sans même peut-être dépenser 2000 balles pour vérifier certaines problématiques, vérifier sa situation personnelle, vérifier ça. C'est un deuxième abruti qui écoute un premier abruti. Et généralement, cela est mis en avant avec l'erreur numéro 1, c'est-à-dire le choix de la fiscalité opérationnelle. C'est ça qui permet de convaincre très facilement l'abruti numéro 1 et c'est servi par l'abruti numéro 2. C'est le concept du double abruti. Un exemple d'illustration, je vais le prendre. On peut
notamment, et j'en ai parlé, citer l'incompréhension et la reprise du discours de certains par d'autres. Je le vois régulièrement, les gens que j'ai en coaching le voient. Quand ils commencent à me parler de quelque chose, c'est tellement débile que j'arrive à dire là où ils se sont renseignés et là où ils ont tiré l'information. Ils sont étonnés. J'avais eu un mec qui était en Angleterre qui me parlait de LTD et de LLP. Je lui ai dit, mais toi, tu es passé par cette personne, il n'y a que lui qui le propose. Il y a peut-être une raison pour ça, parce que ça ne fait aucun sens. On peut prendre l'exemple d'une fiscaloscopie qu'on avait pris, l'exemple de la fiscalité territoriale qui est très très mal comprise. Le Panama, la Thaïlande, Bali, la première fiscaloscopie était sur un contenu d'un YouTuber mainstream qui expliquait qu'en allant à Bali avec une société estonienne, on allait être à 0% d'impôt. Pourquoi il disait ça? Parce que lui-même utilisait une société estonienne. On partage une expérience, pas une expertise. Par exemple, également, on le voit régulièrement, et je l'ai vu très récemment sur le Discord, l'anonymat, la LLC américaine. La LLC américaine est anonyme uniquement vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire des personnes qui vont sur Internet, sur les registres, sur société.com. Pour une administration fiscale, elle n'appelle pas, elle va pas sur Internet chercher qui est le propriétaire de la société. Elle fait une demande à une administration, l'administration américaine. Et l'administration américaine, pour avoir une LLC, tu as un EIN qui est lié à ton nom, à ta date de naissance et à ton numéro de passeport. Ben, on lui dit, est-ce que lui, il a une LLC? Ça lui révèle le tout. Donc, la LLC est tout sauf anonyme à partir du moment où elle a un compte bancaire. Et on avait fait une vidéo sur une personne en 2005 qui s'était fait choper avec une LLC au Delaware. Donc, c'est largement possible. Si on a une société offshore et qu'on a des clients en Europe, on fait péter la TVA légalement. Ça aussi, c'est un exemple d'illustration qui est suivi souvent par un abruti numéro 1 après l'écoute de l'abruti numéro 2. Et il y a plein de gens qui ont fait cela, pas par volonté, mais en croyant réellement que certaines personnes qui le disaient haut et fort. Moi, en étant à Hong Kong, je fais péter totalement la TVA. En se disant, ben, s'ils le disent sur Internet, c'est forcément que c'est vrai. Il y a d'autres cas, par exemple, on va créer une société en Irlande alors qu'on est résident en France, on paye l'impôt en Irlande, on paye les dividendes en France, c'est entièrement légal, tant que tu ne t'es pas fait choper, et tu te souviendras peut-être de cette vidéo lorsque cela sera le cas. Mais les gens écoutent sans faire vérifier le moindre discours, et ça, c'est important de le préciser et de le rappeler. La deuxième chose que j'aimerais rajouter à ces exemples, c'est une petite anecdote. C'est une anecdote d'un entrepreneur dont je tairai le nom. Je ne l'avais pas eu en coaching, hein, c'était de la découverte. Je l'avais eu et la personne m'expliquait, ouais, je me suis expatrié dans un pays à fiscalité territoriale, j'ai une LLC, je vends des produits. Première question, est-ce que tu as enregistré ta LLC à la TVA? Ah non, j'ai pas besoin de m'enregistrer à la TVA parce que la LLC, elle est américaine et mes clients sont en Europe, donc c'est pas une société européenne. Je lui fais merci, je sais quand même où c'est la LLC. Première erreur. Et deuxième erreur, il était dans un pays où je lui disais, mais en réalité, tu es à 35%. C'est pas ça la fiscalité territoriale. La fiscalité territoriale, c'est pour les revenus passifs, c'est pas pour les revenus actifs provenant d'une exploitation d'une société étrangère. Sinon, même le boulanger dans le pays à fiscalité territoriale ferait une LLC à $190 et avec un processeur de paiement. Et la personne s'est rendue compte qu'en fait, il disait gagner 10 000 balles par mois, mais chiffre d'affaires ou pas, mais quand tu enlevais 20% de TVA, tu arrivais à 8 000. Et quand tu as enlevé 35%, tu arrivais beaucoup moins. C'est-à-dire que le mec, en fait, s'est expatrié, a fait une mauvaise stratégie. Et en fait, il est resté ensuite dans son déni. C'est souvent le problème. On reste dans le déni parce qu'on n'accepte pas de passer de 10 à 4. Ça, c'est inacceptable, surtout quand on a fait plein de vidéos, qu'on explique combien on gagne sur Internet. C'est une anecdote qui, en quelque sorte, dit que lorsque tu as pris les mauvaises habitudes, tu as beaucoup de mal à revenir aux bonnes habitudes et tu refuses de venir à ces bonnes habitudes. D'où l'importance de le faire correctement dès le début
Surtout aujourd'hui où, par exemple, le CESOP, et je l'ai évoqué plusieurs fois et j'ai échangé avec quelqu'un sur Instagram qui travaille dans le domaine, euh, qui va rendre ça un peu difficile pour les personnes qui la considèrent facultative. La troisième erreur sur Internet qui va concerner ton expatriation et qui va t'empêcher et te conduire droit au goulag au travail forcé, c'est de croire que, et c'est réel, qu'on peut bosser de n'importe où sur Internet à partir du moment où tu as une connexion Internet. Travailler de n'importe où, je suis totalement d'accord. Mais c'est l'une des erreurs de confondre travailler de n'importe où en étant structuré n'importe comment. C'était Rémi Gaillard qui disait ça en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ou je sais plus quoi. Mais il y a une différence entre les deux. Alors, effectivement, c'est vrai techniquement, je peux enregistrer cette vidéo de n'importe où. Je pourrais être, sur une plage à Bali, mais en réalité, partir de ce principe est un énorme frein à la création de ton capital. Ça va t'empêcher la création de ton capital qui va faire en sorte que tu n'auras que ta force de travail. Et ça t'empêchera d'atteindre ta liberté. Je vais reprendre l'exemple de la LLC que tu crées sur Incfile à 190 $. Avec un compte Wise, ce n'est pas une stratégie capitaliste. C'est une stratégie de... Si Wise ne te vire pas du jour au lendemain, c'est une stratégie de semi-esclave, on va dire. Oui, car Wise te vire du jour au lendemain. On a encore eu un exemple ce matin dans la boîte aux lettres d'un entrepreneur qui est connu. La deuxième série d'erreurs qu'on va voir, et on regardera ces deux erreurs, c'est de réfléchir petit pour s'enrichir. Aujourd'hui, sur Internet, on a des entrepreneurs qui sont des frugalistes de l'enrichissement. S'enrichir massivement, c'est pas pour eux, même s'ils parlent à longueur de journée d'argent. Et je vais prendre, pour cette quatrième erreur, l'enrichissement par l'économie d'impôt et faire une bonne petite équation pour remettre les choses en place. S'enrichir en économisant de l'impôt, j'appelle ça les frugalistes de l'impôt. Il y avait une pub Free qui disait que, à défaut de gagner beaucoup d'argent, je dépense très peu. Mais ça, c'est à défaut de gagner beaucoup d'argent, je paye très peu d'impôts. C'est Rodolphe de la pub Free, tu sais, celui qui a les belles lunettes. L'impôt ne t'empêche pas de t'enrichir, mais ton ignorance, par contre, te permet très très bien l'enrichissement, te permet très très bien de ne pas t'enrichir. Faisons une simulation. Faisons une simulation concrète. Prenons un entrepreneur qui fait un bénéfice, avant impôt, de 500 000 €. 500 000 €, c'est correct, c'est du hors-taxe, c'est pas du chiffre d'affaires. On enlève juste l'impôt à ça. Et qui va se verser 120 000 € net in the pocket en France, c'est-à-dire il se verse 10 000 € par mois net au travers du dividende. L'impôt sur les sociétés sur 500 000 €, quand l'impôt est à 25%, c'est pas difficile, c'est 125 000 €. Et l'impôt personnel, grosso modo, pour avoir 120 000 € de dividende net, il va falloir que ta société verse 170 000 € de dividende et toi, tu vas payer la flat tax, il va te rester 120 000 €. Donc, on a 50 000 € d'impôt personnel ici, plus 125 000 € d'impôt sur les sociétés. C'est l'imposition totale. S'enrichir avec l'économie d'impôt. Nous sommes sur un total de 175 000 € d'impôt en France, qui est l'un des pays les plus taxés au monde. Combien d'années est-il nécessaire pour mettre 5 millions d'euros de côté, 10 millions d'euros de côté, même dans un pays à 0% d'impôt où tu vas payer 0 € d'impôt? Si tu vises 5 millions, qui est, disons, le capital minimum pour être réellement libre et ne plus se poser la moindre question, c'est 29 ans. On parle à des entrepreneurs, on ne parle pas des salariés, mais même des salariés peuvent atteindre ce seuil avec les bonnes stratégies. 29 années non-stop. Pour 10 millions d'euros, on passe à 58 ans. Si on prend Dubaï, le chiffre augmenterait de 33 ans pour 5 millions d'euros et 66 ans pour 10 millions d'euros sur ça. Et c'est important de préciser qu'on part sur des chiffres qui sont relativement hauts et ça sous-entend que tu vas devoir faire 500 000 balles de bénéfices non-stop pendant 28 ans. Non-stop.
travaille non-stop pendant 28 ans sans que les chiffres y baissent d'un iota. Alors, oui, certains vont dire, oui, ils peuvent augmenter à 1,5 million. Oui, mais après, ils peuvent descendre à 200 000 euros. Check un peu ceux qui publient leurs comptes. Bon, certains, bizarrement, ont arrêté la publication des comptes l'année dernière, alors qu'il est partagé depuis le début de l'année en France. Si tu commences à 20 ans, tu devras travailler non-stop jusqu'à 48 ans. Et je vais te prendre en opposition quelqu'un qui met en place une stratégie capitaliste. Et on était parti sur 300 000 euros de revenus, dont je ne l'ai pas actualisé avec 500 000 euros de revenus. J'avais fait une simulation sur la stratégie d'expatriation capitaliste. Et tu peux t'inscrire à la prochaine édition dans la description. Je la mettrai, je ferai une simulation à 300 et 500 si besoin. Et j'avais fait cette simulation avec 300 000 euros de profit. Il était dans une stratégie capitaliste en faisant le choix de la création du capital, en choisissant correctement le pays et se dire « Ok, on fait ça, on fait cette stratégie », il était nécessaire de se concentrer 5 ans, c'est-à-dire bosser pendant 5 ans, faire ses chiffres pendant 5 ans, pour se créer au bout de la 5e année un revenu passif de 100 000 euros par an. Et la personne se versait 60 000 euros, donc quasiment un revenu double. À la fin des 20 ans, en prenant en compte une augmentation de 2% par an, qui est en fait la cible de l'augmentation des prix, qui est la cible de la BCE, le parc, c'était un parc immobilier ici, le parc immobilier à la sortie, il était de 9,4 millions d'euros à la fin de la 20e année. L'autre, il n'a pas encore constitué son capital. Il lui reste encore de multiples années. Et en réalité, en mettant ça en place dès le départ, tu as réellement bossé violemment pendant 5 ans pour te créer cela. Ensuite, tu as un revenu et surtout, tu n'es plus obligé de faire les mêmes chiffres. Tu n'es plus obligé d'être accroché à ton business. Tu n'es plus autant dépendant des fluctuations du marché. Si demain, c'est une très mauvaise année, ben, ça ne te dérange pas parce que tu n'en as pas besoin. L'erreur 5, la dernière erreur, on pourrait la résumer en réalité à l'allocation de capital, et je salue Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, en faisant un mauvais routage. Le mauvais routage de ton allocation de capital au début de ton activité, notamment lorsque tu la loues au lifestyle, va te mettre dans une nouvelle rat race, mais exactement la même, sauf qu'au lieu d'avoir une cage en plastoc, tu auras une cage en or plaqué. Si tu ne profites pas de la création de flux de trésorerie par ton activité, c'est-à-dire tu profites des revenus générés de ton activité dès le départ pour te créer un capital, ce n'est pas quand ton business va se casser la gueule ou qu'il va réduire que tu vas le faire. Allouer son flux de trésorerie à l'alimentation d'un lifestyle, c'est-à-dire la location d'un Lamborghini, le t-shirt Gucci, en plus de montrer que tu as de dépenser de l'argent pour montrer que tu n'en as pas toujours eu d'une manière de très mauvais goût, c'est une garantie de rentrer dans la nouvelle rat race à terme. Et cette nouvelle rat race, elle a un terme, c'est Lambo, Système.io, Dodo. Retiens, et ça c'était la stratégie qu'avait partagée Rémi, que le lifestyle, c'est-à-dire les dépenses plaisir, ils doivent être payés par le rendement de ton capital, rendement du capital que tu constitues au travers de ton activité professionnelle. Et je vais reprendre la stratégie de Rémi de la chaîne Parlons Long Terme qu'il avait partagée sur une vidéo. Ton business, il génère des cash flows, il génère des revenus. Tu achètes des actions, notamment qui vont verser des dividendes avec ce cash flow. Par exemple, tu gagnes 200 000 balles, ben, tu achètes 200 000 balles d'actions. Ces actions de 200 000, à 200 000 balles vont verser un dividende et tu vas te verser comme rémunération le dividende versé par ton capital. Là, tu vis du rendement de ton capital et tu ne le gratines pas, tu ne l'écornes pas, tu le développes. Le lifestyle, il doit être financé entièrement par ton rendement de capital, pas par tes revenus d'activité. Parce que si demain, tes revenus d'activité se cassent la gueule, ben, tu vas avoir du mal à le réduire. En prenant une moyenne linéaire également. Dis pas que tu vas faire 40% tous les ans en bourse. Et prends pas des objectifs impossibles à réaliser. Sois raisonnable. Et au début, bien évidemment, c'est très petit. Dans la simulation que j'ai citée précédemment, la première année, on est sur un cash flow positif de 27 000 euros.
27 000 euros, bon, t'enlèves les impôts, allez, tu vas avoir 20 000 euros. Avec 20 000 euros, tu vas pas payer le leasing de la Lamborghini. Mais par contre, si tu prends sur ces 27 000 euros, tu ne vas pas t'appauvrir puisque ces 27 000 euros ont été produits par ton capital. Raisonne en centre opérationnel et en centre de loisirs. Le centre opérationnel, c'est là où tu vas avoir ta société, là où tu vas avoir tes comptes bancaires, là où tu vas avoir ta résidence fiscale, une sorte de place financière où tu vas avoir accès à des outils capitalistes. Ensuite, rien ne t'empêche, en choisissant bien ton centre opérationnel, et les solutions varient d'un pays à l'autre selon tes besoins, d'aller dans des centres de loisirs. C'est des choses qu'on développe dans le Borderless Entrepreneur. N'hésite pas à le rejoindre et on en parle également de cette distinction dans Expat Strategic Pro qui est entièrement offert. Le contenu que tu dois voir en plus de cette vidéo que je te recommande, c'est que j'avais fait un comparatif, l'expatriation capitaliste ou s'expatrier en 2024. Et dans cette vidéo, on fait vraiment une comparative capitaliste avec des notes pour voir qu'est-ce qui rank le mieux là où on va créer son capital le plus rapidement possible. Et le deuxième contenu que je te recommande, c'est le vlog que j'ai publié cette semaine. C'est la niche fiscale dans laquelle tu injectes 100 et qui ressort 210 000. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Voici les 5 erreurs quand tu vas choisir ton pays d'expatriation et que tu vas le faire pour atteindre une forme de liberté financière par un mauvais choix. Les exemples sur Internet, ils sont multiples. Tu peux les regarder, tu peux ouvrir les yeux. Si les entrepreneurs étaient réellement libres, et je te rassure, ils ne feraient pas du contenu pour faire du contenu, n'organiseraient pas des séminaires par passion chrétienne et feraient encore moins de webinars le dimanche soir. Leurs erreurs ne seront pas les tiennes. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.